Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au journal sur Télé Sahel. Ce journal que nous ouvrons par la météo qui prévoit des activités pluvio-orageuses faibles à localement importantes en cours de nuit sur le centre et le nord des régions du fleuve. Présentation Kachalula Angapcha. Mesdames, Messieurs, bonsoir et très ravi de vous avoir à votre page météorologique de ce vendredi 7 août 2015. D'importantes quantités de pluie sont tombées, donc ça et là, et surtout sur l'est du pays et le nord. Ainsi donc, 57 mm ont été enregistrés entre hier et aujourd'hui à Ngingimi, 38 mm à Difa, 37 mm à Méné-Soroa, 8 mm à Gouré, 7 à Zender, et plus au nord, donc 35 mm à Agadez, et 21 mm à Tiraveri, 6 à Niamey, et 3 mm à Gaïa. Et aujourd'hui encore, l'atmosphère reste chargée, et sur la photo satellite de 19h locale, on peut percevoir donc, la présence là d'une formation orageuse sur les massifs de l'Aïr, et des foyers pluvieux orageux assez actifs là, donc aux alentours du département de Filengue-Loga et plus au sud sur l'Arewa. Plus à l'est, on assiste à la présence également d'un foyer pluvieux orageux et de faible ampleur là sur le nord-est Nigeria. Ce que nous avons donc à prévoir en cours de nuit, des tendances orageuses là sur la façade ouest du massif de l'Aïr et des activités pluvieux orageuses de faible ampleur et localisées sur l'extrême sud Manga. Plus à l'ouest, et toujours donc en cours de nuit, disons, pour 1 heure à 2 heures à venir, donc des activités pluvieux orageuses faibles à modérées sont également prévues là sur le centre et le nord des régions du fleuve. Pour la matinée de demain, sachez qu'on assistera plutôt sur la bande sud à une couverture nuageuse. Les activités de forte ampleur vont encore continuer donc pour les jours à venir et dû donc aux perturbations qui vont encore évoluer sur notre pays. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette page météorologique. Au revoir et à demain. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, vient de regagner Niamey en provenance du Caire en Égypte, où il a pris part à la cérémonie d'inauguration de l'élargissement du canal de Suez. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre Brigitte Raffini avant d'être salué par les membres du gouvernement et ceux des corps constitués. Excellence. Il faut noter que le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a profité de son séjour en Égypte pour s'entretenir avec le président togolais Faure Gnassingbé et Adema, la coopération bilatérale et multilatérale, mais également l'évolution des grands chantiers dans les deux pays était au centre de cette audience. Comme vous le savez, avec le président, on a toujours eu une excellente relation, d'excellents rapports. Et nos deux pays aussi ont des relations très étroites au plan bilatéral et au plan aussi multilatéral, parce qu'on est dans des organisations communes comme l'UEMOA et la CEDEAO. Donc nous avons profité pour échanger sur l'état des relations entre les deux pays et puis sur les différents chantiers qui sont devant nous au plan de l'intégration, que ce soit sur le plan des infrastructures. Vous voyez la boucle ferroviaire que nous sommes en train de faire depuis le Togo, en passant par le Bénin, jusqu'à Abidjan, en passant par Niamey et Ouaga. Les problèmes énergétiques également ont été abordés.
Et surtout, également, comme il n'y a pas de développement sans sécurité, on a beaucoup échangé sur la sécurité. Voilà un peu les sujets sur lesquels ont porté les entretiens que nous venons d'avoir avec le président. Le président Issoufou Mahamadou a également reçu en audience le président ghanéen John Dramani Mahama. La coopération entre les deux pays au centre de cette audience également. En marge des festivités de l'inauguration du nouveau canal de Suez, le président de la République Issoufou Mahamadou s'est entretenu avec le bureau des étudiants nigériens en Égypte, bureau avec lequel ils ont échangé sur plusieurs questions d'intérêt national. Après cet entretien, le chef de l'État, en compagnie de la première dame Hadja Aïssata Issoufou ainsi que des membres de la délégation, s'est rendu à l'ambassade du Niger en Égypte, cible d'un attentat il y a quelques jours de cela. Le président est allé donc encourager les blessés avant de signer le livre de condoléances de l'ambassade. Nous y reviendrons plus en détail dans l'édition de demain. Et puis pour contrecarrer d'éventuels troubles entre communautés Touareg et Toubou, tels que constatés dans un État voisin, les autorités nigériennes ont récemment organisé un atelier sur la paix qui a regroupé les communautés en question. À l'issue de cet atelier, Kamed Abdoulaye et Goukouni Zen, qui ont été désignés porte-parole chargés de restituer les résolutions et recommandations, ont été reçus par le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Rafini. Kamed Abdoulaye nous donne les détails de la mission qui leur est assignée. La dimension qui me concerne personnellement est relative à l'appel que nous avons estimé opportun de lancer en direction et des Toubou et des Touaregs, qu'ils soient nigériens, qu'ils soient maliens, qu'ils soient tchadiens, peu importe la nationalité à laquelle ils appartiennent, pour leur rappeler essentiellement 4 choses. La première, c'est que les communautés Toubou et Touareg ont des temps coexisté pacifiquement. Et cette coexistence pacifique est présidée depuis au moins 1356, du temps de Ibn Battuta, par un accord qui a été scellé entre les deux communautés, très précisément à Djanet. Cet accord, qui est écrit en arabe, et traduit à l'ensemble de ces communautés, stipule que chaque Toubou a l'obligation de protéger tout Touareg, que chaque Touareg a l'obligation morale et culturelle de protéger tout Toubou, peu importe sa provenance géographique. Mais cet accord-là, il n'est pas issu d'un hasard. Il a bien fallu auparavant que ces deux communautés se télescopent avec leurs armes pendant au moins une vingtaine d'années. Quand elles se sont rendues compte qu'elles sont en train de s'affaiblir individuellement et de s'affaiblir mutuellement, quand aucune de ces communautés n'a réussi à dominer ni à écraser l'autre, elles ont estimé opportun d'arrêter le massacre, parce que c'était un massacre totalement inutile. Donc j'interpelle et les Toubou et les Touaregs du Niger par rapport à leur devoir de se protéger mutuellement, d'arrêter de se faire la guerre, d'arrêter d'insulter leur histoire et d'arrêter d'insulter leur devenir. Nous avons également l'obligation, cette fois-ci, au regard de l'histoire, de rappeler que l'État du Niger a fait preuve d'anticipation pour la gestion d'un certain nombre de conflits, notamment depuis 2012, en réalité, le pouvoir nigérien s'est organisé pour accueillir correctement, dans des conditions adéquates, les retournés non seulement de la Côte d'Ivoire, les retournés du Nigeria, les retournés de la Libye et les retournés d'autres horizons
parce que l'État du Niger a donc envisagé une certaine politique de réinsertion et d'intégration de ces retournés. De mémoire, je me rappelle effectivement que l'État du Niger a fait preuve d'anticipation. Et la stabilité présente qui caractérise notre pays n'est pas totalement étrangère à cette anticipation. Et même aujourd'hui, il est question de faire preuve d'anticipation pour trouver le moyen de gérer proactivement la crise suscitée par autrui qui caractérise les rapports désormais entre les populations Toubou et les populations Touareg. Sécurité toujours avec l'arrivée hier matin à Difa du président de la Commission nationale des droits humains à la tête d'une forte délégation. Professeur Khalid Ikiri a organisé une rencontre d'investigation sur la situation sécuritaire et humanitaire de la région de Difa. Haruna Sanda et Amadou Hassan pour les détails. Cette rencontre a regroupé autour du président de la Commission nationale des droits humains, le professeur Khalid Ikiri, les membres de sa délégation, les autorités administratives et coutumières, les élus locaux, les cadres techniques régionaux ainsi que les représentants des partis politiques. Rappelons que la Commission nationale des droits humains, CNDH, est une autorité administrative prévue par l'article 44 de la Constitution de 2010. Elle est une institution nationale des droits humains indépendante, pluraliste et démocratique qui a pour objectif la promotion et la protection des droits humains sur l'ensemble du territoire de notre pays. Cette rencontre permettra aux membres de cette mission de cueillir le maximum d'informations sur la situation sécuritaire et humanitaire des différents acteurs de la vie sociopolitique de la région de Difa. Nous sommes là à Difa pour la troisième fois pour nous inquérir de l'évolution. C'est pour suivre l'évolution de l'état de la situation des droits humains dans cette zone. Ma première impression, hier quand nous sommes arrivés, c'est de dire tout de suite que, alhamdulillah, Difa revient de loin. Et ça, c'est le lieu ici de féliciter les forces de défense et de sécurité qui souvent, au prix du sacrifice humain, ont su vraiment maintenir cette situation-là pour que nous arrivions à cette situation vraiment heureuse. C'est lieu aussi de féliciter les autorités régionales et les autorités élues, les communaux et les autorités coutumières. Chacune a apporté sa pierre angulaire dans l'éducation pour que nous puissions arriver à cette situation. Et par rapport à l'objectif maintenant global, il se scinde en deux. D'une part, il y aura des missions de terrain et de l'autre, il y aura des entretiens. Procédant à l'ouverture de cette réunion, le président de la Commission nationale des droits humains, le professeur Khalid Ikiri, a tout d'abord remercié les participants pour leur présence avant d'introduire l'objet de leur troisième mission dans la région de Difa. Il a indiqué que cette séance de travail leur permettra de recueillir les vraies informations de la situation qui prévaut à Difa et de recenser les doléances pour que les droits humains soient harmonisés dans la région de Difa. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général de la région de Difa, Hassan Abdoïdo, a souhaité la bienvenue à la délégation de la Commission nationale des droits humains conduite par son président avant de décortiquer cette situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la région de Difa. Il a ajouté que les mesures sécuritaires prises par les autorités régionales ont significativement anéanti les actions violentes de Boko Haram dans la région de Difa. Hassan Abdoïdo n'a pas manqué de transmettre ses sincères remerciements aux autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour avoir doté les forces de défense et de sécurité des moyens conséquents dans l'accomplissement de leur mission. Les participants à cette rencontre ont pris tour à tour la parole pour saluer cette initiative de la Commission nationale des droits humains avant d'apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité combat pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Notons enfin que cette mission de la Commission nationale des droits humains se poursuivra par des visites dans des camps de réfugiés de la région de Difa. Autre mission, celle de la directrice régionale de l'USAID ayant séjourné pendant 4 jours dans notre pays. À l'issue de cette mission,
Suzanne Fine était ce matin à l'université Abdou Moumouni où elle a rencontré les pères éducateurs sur l'amélioration des connaissances des jeunes sur la santé de la reproduction du projet Leadership universitaire pour le changement de comportement LUC financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. À l'issue de cette rencontre, Suzanne Fine a animé une conférence de presse sur les interventions de l'USAID au Niger. Gérard Abdoulaziz et Issouf Samela. À l'université Abdou Moumouni de Niamey UAM, la directrice régionale de l'USAID Afrique de l'Ouest est allée à la rencontre des pères éducateurs sur l'amélioration des connaissances des jeunes sur la santé de la reproduction du projet Leadership universitaire pour le changement de comportement LUC, financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international. Dans ce cadre, elle a visité la salle des jeunes et l'infirmerie. Ce projet a comme justification le contexte nigérien caractérisé par la jeunesse de la population, 32% âgés de 10 à 24 ans, le taux de fécondité élevé, 8,1 enfants par femme de 15 à 19 ans, l'utilisation très faible de contraception, 13% pour les femmes âgées de 20 à 24 ans, 6% pour les filles dont l'âge est compris entre 15 et 19 ans, et le mariage précoce, 28% des filles mariées avant l'âge de 15 ans. Débuté en 2014, le projet Leadership universitaire pour le changement de comportement LUC a enregistré d'encourageants résultats à la grande satisfaction du secrétaire général du ministère des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation. Je saisis cette opportunité pour remercier très sincèrement l'USAID et l'ONG Pathfinder pour toutes ces actions qu'elles mènent pour le bien-être des étudiants de l'université Abdou Moumouni, dont je peux citer entre autres la création du centre et le suivi de leadership universitaire pour un changement de comportement, l'aménagement d'une salle de jeu aux étudiants, la formation de 79 pères éducateurs en santé de la reproduction, 19 superviseurs formés dans le domaine de SRAJ, 16 étudiants dépistés en VIH, 38 jeux pour un changement de comportement et 2 conférences débats. Lors des échanges qu'elle a eus avec les pères éducateurs et les étudiants, puis avec la presse, la directrice régionale de l'USAID Afrique de l'Ouest s'est réjouie des résultats obtenus par le projet LUC. Elle a exhorté les acteurs du projet à redoubler d'efforts pour beaucoup plus de résultats. Dans cette optique et pour les autres secteurs, l'appui de l'USAID ne fera pas défaut. Cette année, nous allons engager un montant de 20 millions de dollars pour les activités de résilience. 20 millions de dollars, c'est à peu près 12 milliards de francs CFA. Nous venons de parler de la secteur de santé et nous avons les activités de planification familiale, mais aussi d'autres activités dans le domaine de santé, aussi dans le domaine de l'éducation. En outre, en partenariat avec le gouvernement du Niger, nous avons approfondi nos programmes de renforcement de la stabilité et la paix au Niger. Nos activités essaient d'apporter une réponse à l'émergence du conflit avec Boko Haram au Niger, tout en travaillant également à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent. Et nous savons que la situation humanitaire au Niger est inquiétante. Et aussi, il y a quelques préoccupations concernant l'actuelle campagne agricole. Je suis en mesure d'annoncer que le gouvernement américain, à travers l'USAID, a engagé un montant de 66 millions de dollars et à peu près 40 milliards de francs CFA en assistance humanitaire pour le Niger cette année. Cette conférence de presse met un terme à la visite de travail de 5 jours au Niger de la responsable de l'USAID pour le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad, Suzanne Fine.
Et puis la vice-présidente du Conseil économique, social et culturel CESOC en mission dans la région de Maradi, Madame Gade Hadiza Noma Kaka, a effectué ce matin des visites à l'université d'Andiko Dankolodo et au marché central de Maradi. Elle était accompagnée dans ce déplacement du secrétaire général du gouvernorat et des autorités régionales, Sanoussi Garba et Hawa Mamoudou. Au niveau de l'université Andiko Dankolodo de Maradi, créée en 2010, la vice-présidente du CESOC, Mme Ingande Nana Hadiza Noma Kaka, qu'accompagne les autorités régionales, s'est intéressée aux travaux d'extension de cette université, portant sur une salle de cours, un bloc sanitaire et une bibliothèque au profit de l'IIT sur financement de la BAD. À ce niveau, selon le vice-recteur, les travaux sont non seulement au ralenti, mais aussi et surtout ne sont pas exécutés dans la règle de l'art. Aussi a-t-il été décidé de leur reprise. Sur le site de l'université Andiko Dankolodo, les travaux en extension de 4 laboratoires, une bibliothèque et une salle informatique ont dans leur exécution occasionné des inondations sur les bâtiments en construction, notamment au niveau des laboratoires et des bibliothèques. Un autre constat fait ressortir que les travaux de construction de plusieurs blocs de salles de cours sont en arrêt pendant que l'université attend d'utiliser ces salles de cours. Du coup, un seul amphithéâtre d'une capacité de 350 classes contraint les enseignants à assurer les cours jusqu'à 22 heures pour 2545 étudiants. Aussi, toutes ces difficultés et plusieurs autres que rencontre l'université Andiko Dankolodo ont été évoquées au cours d'une rencontre tenue entre les autorités rectorales et la 3e vice-présidente du CESOC, qui a pris bonne note. Au niveau du marché central de Maradi déjà réceptionné, la vice-présidente du CESOC a visité les différentes boutiques et autres bâtiments administratifs de ce joyau qui fait la fierté de la capitale économique du Niger. Les responsables de cette infrastructure ont donné d'amples explications à la vice-présidente du CESOC sur les capacités de ce marché qui compte 1976 boutiques et s'étendent sur une superficie de 7,5 hectares et plusieurs blocs administratifs, halls de vente, magasins, aires de prière, blocs sanitaires et autres commodités y afférentes. La vice-présidente du CESOC a également reçu des explications sur le mode de gestion de ce marché central qui a coûté la bagatelle somme de 8 milliards de francs CFA. Madame Ingande Nana Hadiza Noma Kaka a ainsi apprécié l'impact socio-économique qui découlera de l'exploitation de ce marché pour la région, voire le pays dans son ensemble. La démarche que j'apprécie fortement, qui a été de recenser les anciens occupants et de les désintéresser en premier lieu, vraiment elle est salutaire parce que porteuse de justice sociale pour aller à la résolution du problème de sites dispersés, c'est d'agrandir le domaine réservé à l'université et nous envisageons d'appuyer l'idée de joindre, en tout cas que l'université puisse intégrer le centre Caprin qui se trouve juste à côté.